Au mois d'avril, je suis allée au Japon, ce qui signifie que j'ai pas lu. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans mon plus petit bilan lecture à vie. Là, je m'excuse d'avance, on est dimanche, les motos sont sorties, il va y avoir du bruit, je suis désolée. Quand je dis plus petit mois de lecture, là, c'est pas à peu près. Pendant tout le mois d'avril, j'ai lu 2 livres. Ce sont 2 auteurs japonais, ce sont 2 lectures que j'ai beaucoup aimées et je vais vous en parler aujourd'hui. En fait, j'avais prévu de jumeler avril et mai pour faire juste un bilan lecture, mais là, je réalise que j'ai quand même lu beaucoup en mai, fait qu'on va le séparer en 2, puis au pire, j'insérerai celui-ci une semaine où il devait pas y avoir de vidéo si je ne suis pas trop paresseuse. Le premier roman que j'ai lu, c'est Le Pavillon d'or de Yukio Mishima. Je l'ai lu pendant presque tout mon voyage au Japon, en fait, et je l'ai terminé le matin où on est allé visiter le Pavillon d'or. L'expérience de lecture, je tripais. Bon, presque tout le monde me trouvait un peu étrange, mais moi, j'étais ravie. Qu'est-ce que le Pavillon d'or? En fait, pour parler du Pavillon d'or, il faut un peu parler de Yukio Mishima. C'est pas un gars qui était bien heureux, hein. Tu sais, he had issues. On va s'entendre, ça paraît quand même dans l'écriture de ce roman-là, où il est question de raconter l'histoire de l'homme qui, pour une raison qu'on va découvrir là-dedans, a décidé de faire brûler le pavillon d'or dans les années 50-60, je sais plus. Il me semble que c'était en 1950. C'était un bâtiment qui avait plusieurs siècles et un jeune moine a décidé d'y sacrer le feu. Entendons-nous, lui non plus, ça devait pas seulement être joie, bonheur dans sa tête. Et ce roman-là, j'ai aimé ça. J'ai trouvé l'écriture hyper intéressante et c'est un créateur d'atmosphère impressionnant. On est un peu dans le stream of consciousness, mais à la japonaise. Voyez le genre? Notre narrateur, on le rencontre assez jeune. Son père, il lui disait que la chose la plus belle au monde, le symbole de la beauté pour lui, c'était le pavillon d'or, qui est fait tout en petites feuilles d'or. Il est beau pour vrai, là. C'est le vrai pavillon. Et en plus, par temps calme, quand on le voyait se refléter dans l'eau, c'était de toute beauté. Le narrateur, il se trouve laid, il se décrit comme laid, et en plus, il a un bégaiement qui occasionne quelques secondes d'écart entre sa pensée et sa réponse, et qui creuse un genre de distance entre lui et le monde. On le sent jamais totalement là, il est un petit peu à l'extérieur. Donc, bien entendu, l'un des thèmes, ça va être la dualité entre la laideur et la beauté. Qu'est-ce que la laideur? Qu'est-ce qu'est la beauté? Et comment les deux peuvent cohabiter ensemble. En plus de ça, il y a tout le thème du bien et du mal, parce que notre jeune homme, il va devenir apprenti, prêtre, moine bouddhiste, au pavillon d'or, tout en allant à l'université. Il va rencontrer 2 jeunes hommes, un qui représente la joie de vivre, la gentillesse, toutes les belles valeurs, et l'autre qui est extrêmement sarcastique et qui a un regard assez particulier sur le monde. Tout au long de l'histoire, notre narrateur, il va être tiraillé entre ces 2 parties-là. Il ne va pas bien, il ne se sent pas bien, il ne se sent pas à sa place. Et comme l'histoire nous a donné la fin, on se doute que tout ne va pas bien aller. Je suis consciente que mon contexte de lecture a sans doute vraiment aidé à mon appréciation parce que j'étais dans cet endroit-là. Je marchais les rues de Kyoto en même temps que le personnage et j'avais l'impression de le voir se balader. C'est glauque comme ambiance. Kyoto, c'est pas glauque, mais là-dedans, là, c'est comme s'il y avait un voile entre nous et lui. Et là, je l'imaginais marcher dans ces rues-là avec ses grandes pensées philosophiques parce que ça part dans tous les sens. Il y a un peu de Dostoïevski aussi, ouais. Un peu comme dans Crime et Châtiment, des fois, là, quand il y a ces réflexions-là. Le tout avec un style japonais. En tout cas. J'ai trouvé l'écriture très très belle, la langue très évocatrice et je n'ose même pas m'imaginer ce que ça doit être en japonais parce que comme j'y étais, j'ai vu un petit peu la façon dont il parle et il y a beaucoup d'images, même dans le langage quotidien, donc je me demande vraiment de quoi ça avait l'air en japonais, mais comme il y a 3 systèmes d'écriture, jamais je vais réussir à lire ça. On va s'entendre, c'est exigeant, ça demande de l'attention. Mishima y a écrit sur un de ses contemporains, c'est de son époque qui parle. C'est pluvieux, brumeux, mouvant, flottant, bref, à découvrir si ça vous tente d'embarquer dans ce roman psychologique. Deuxième roman, toujours japonais mais dans un style très différent, La leçon du mal de Yusuke Kishi. Bon, je dis très différent, mais on est quand même dans la tête d'une personne qui ne va pas bien du tout. En fait, on est dans la tête d'un psychopathe ou un sociopathe, je démêle pas les deux. Une personne manipulatrice qui veut contrôler son entourage et qui est prêt à tout pour bien paraître et pour avoir le beau rôle. Pendant une bonne partie du roman, on est dans la tête de Hasumi qui est un professeur dans une école, un lycée japonais.
Et ce que j'ai aimé dans le roman, après être allée au Japon, c'est que j'ai reconnu un peu ce que notre guide nous racontait par rapport à comment ça se passait au travail, comment ça se passait dans les écoles. On s'entend, là, c'est pas toutes les écoles où il y a des meurtres aux 10 minutes, là. On n'est pas là du tout. Mais c'est plus la place que prend l'école, la petite société qui se crée autour des gens, autour des élèves, autour des gens qui y travaillent. La question des apparences, la question du prestige, c'est très important. Et dans ce roman-là, c'est là-dedans qu'on est plongé. Au départ, le professeur dont on entend parler, ça semble un professeur génial. Il est à l'écoute de ses élèves, ses collègues l'admirent, il embarque dans tous les projets, il est là pour régler les problèmes, en s'occupant des jeunes, mais en sauvant aussi les apparences du lycée. Il est parfait, ce mec. Sauf qu'en étant dans sa tête, on réalise assez rapidement que ce n'est qu'apparence, clairement. Et ça, on va le découvrir petit à petit quand on réalise les intentions derrière ces actes qui ont l'air tellement bienveillants. C'est épouvantable. Il s'est donc choisi une classe pour être le professeur principal et on jurerait que c'est un laboratoire d'expérimentation qui s'est choisi. Il a zéro empathie pour les gens, les sentiments des autres, ça n'existe pas. C'est même pas que c'est secondaire, ça n'existe pas. Et plus ça va, plus on réalise qu'il va loin là-dedans, puis il y a des flashbacks de son passé, puis on dit « Oh! » Bref, un mec très inquiétant qu'on ne voudrait surtout pas croiser. Il y a certains des étudiants, par contre, qui se disent peut-être que c'est pas un super-héros. Puis quand on lit, là, tout lui réussit. C'est enrageant des fois. Enrageant. En ce qui concerne mon avis, c'est particulier. Parce que quand je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé la première partie, la partie qui est plus lente, les 2/3, presque 3/4 du roman, où on va construire ce personnage-là de psychopathe ou de sociopathe. J'ai trouvé ça terriblement perturbant, terriblement bien fait sur le plan psychologique. Et à la fin, on change d'atmosphère. À la fin, là, on se croirait dans un film d'action. Un film d'action pas toujours réaliste en plus. Fait que sur le coup, ça m'avait un peu dérangé. Mais quand j'y repense quelques semaines plus tard, je me dis, il y avait quand même une de ces montées en puissance dans ce roman-là. Il y avait quelque chose. C'est un auteur que je vais relire parce qu'il y a clairement un talent pour décrire ce qui se passe dans la tête des personnages, qu'ils soient pervers ou non, parce qu'on s'entend dans cette école-là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein? C'est comme, ça va pas bien. Une bonne lecture, peut-être que je m'attendais à trop parce que j'avais lu tellement d'avis dithyrambiques, positifs, magnifiques. Si je l'avais découvert sans avoir rien lu avant, là, je pense que j'aurais un peu mieux aimé. Là, mes attentes, c'était ça. Genre, c'est pas lui, c'est moi. On est donc déjà à la fin de ce bilan lecture. En fait, j'ai lu plein d'autres choses en avril. J'ai lu des guides touristiques japonais, des guides sur les jardins japonais et des tas de pages Wikipédia sur l'histoire du Japon. Donc, j'ai lu, mais pas des romans. Je vais quand même pas vous faire un résumé d'un guide de voyage. J'en suis pas là pour faire du contenu. Donc, si vous êtes encore là, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre mes boucles d'oreilles. C'est une petite grue en origami. Donc, si vous trouvez quelque chose qui a rapport avec ça, mettez-moi un petit emoji dans les commentaires. Et encore mieux, si vous avez déjà lu ces romans, si ces romans vous tentent, dites-moi ce que vous en avez pensé, que vous soyez d'accord ou non avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. J'essaye de publier aux 2 semaines, mais ça marche pas toujours. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!